l'invité de la matinale sur La Première. Et c'est l'heure donc d'accueillir l'invité de cette matinale, journaliste installée à Marais, Sophie Mendes, pour le livre Les Monies, la première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Sophie Mendes, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur d'un livre de témoignages d'anciens moniteurs Kanak. Avant de revenir sur la genèse de cet ouvrage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'étaient les moniteurs ? Alors les moniteurs étaient en fait les premiers instituteurs qui n'avaient pas le même statut que les instituteurs pour les écoles des enfants de colons. Il y avait deux systèmes en place. En fait, ces jeunes Kanaks qui disposaient uniquement du certificat d'études scolaires et qui partaient avec ce seul diplôme en poche enseigner aux enfants de la Brousse et des îles. Et puis en parallèle, un système un petit peu plus avancé pour les autres élèves du territoire. Donc, Et ce système de moniteurs différencié du système des instituteurs pour les écoles de colons, d'enfants de colons, il a duré jusqu'à quand ? Il a duré jusqu'au début des années 60, lors de la création de l'école normale, en fait, en Nouvelle-Calédonie. Jusque-là, les instituteurs titulaires d'un baccalauréat partaient en France, à l'école normale en France, alors que les moniteurs partaient simplement de leur île pour aller à l'école de Montravel dans un premier temps, et puis en 59, l'école de Nouville. Et justement, comment vous venez d'en parler, mais plus précisément, comment étaient formés les moniteurs ? Alors, ils n'étaient pas en soi formés pour être enseignants. On les mettait à un niveau pour obtenir le certificat d'études primaires. Et à partir de ce certificat d'études primaires, on leur demandait d'aller enseigner aux élèves. J'ai certains moniteurs qui me disaient avoir à peu près le même niveau que les élèves qu'ils avaient dans leur classe finalement, puisqu'ils ne disposaient que de ce diplôme. Et Ensuite, comment on fait dans ce cas-là pour enseigner ? Alors, on fait avec beaucoup de courage. C'est pour ça qu'on a voulu souligner le courage de ces moniteurs. Beaucoup de courage. On fait en regardant les autres. C'est ce qu'ils disent souvent. Ils regardaient leurs pairs, les moniteurs qui étaient là avant eux, qui devenaient des tuteurs. Et puis, on fait par soi-même. Je dirais que pour la plupart, ce sont des autodidactes de l'enseignement, même si beaucoup d'entre eux, petit à petit, sont allés vers des formations plus approfondies lorsqu'ils ont pu avoir accès à ces formations. Alors, vous évoquez le certificat d'études primaires comme passe, en fait, pour devenir enseignant. Peut-être que je me trompe, mais le certificat d'études primaires, c'est quelque chose qui ne devait pas être très vieux quand il commençait à enseigner ? Alors, il n'était pas très vieux. Néanmoins, les enfants Kanak allaient à l'école relativement tard, en fait. Donc, en général, oui, ils commençaient à enseigner vers 18 ans. Ça reste quand même très jeune. Très jeune, sachant qu'ils avaient peu d'expérience de l'école, oui, tout à fait. Et est-ce que cette jeunesse, justement, a eu un impact sur leur façon d'enseigner, sur les liens qu'ils avaient avec les enfants ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti des témoignages ? Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est ressorti des témoignages. Ce qui ressort davantage, c'est justement la peur d'être face à un groupe d'élèves. Et puis, petit à petit, le plaisir d'être avec eux. Ce qui ressort vraiment de ces témoignages, c'est l'amour des enfants. Peut-être parce que justement eux-mêmes étaient encore tout frais sortis de l'enfance. Il y avait aussi... est-ce que du coup l'enseignement avait une spécificité ? L'enseignement des moniteurs, est-ce qu'il était forcément différent de celui des instituteurs de l'école normale, mais est-ce qu'il y avait des spécificités vraiment propres ? Certains évoquent effectivement des spécificités liées aux langues, par exemple, une manière d'appréhender les mathématiques avec les éléments de la nature aussi, par exemple. Je pense que c'était leur identité propre qui ressortait, mais comme n'importe quel enseignant aujourd'hui, je pense, met une part de personnalité aussi dans sa façon d'enseigner. Donc oui, il y avait forcément une part de personnalité, mais de là à parler de particularité, je dirais que non, en tout cas pas dans les témoignages que j'ai pu recueillir. Et justement, vous parliez de l'enseignement en langue. Les Monies ont été les précurseurs de l'enseignement des langues et des cultures kanak dans l'école, on va dire, normale. Ils ont été les défendeurs, oui, je dirais les premiers défendeurs tels qu'ils l'expriment eux, à comprendre. Certains d'entre eux disent avoir compris, grâce à cette expérience de moniteur, combien la langue première était importante pour pouvoir maîtriser une langue seconde. Donc certains, comme M. Wenewa, comme M. Wea, comme d'autres qui sont cités qui font l'objet de ce livre, se sont battus, oui, pour que la langue
vernaculaire, la langue Nengone, Jéhu ou autre, puisse être enseignée dans les classes. Alors, venons-en à la genèse du livre. Comment est née l'idée de ce livre ? Alors moi, j'ai été sollicitée par la commune de Marais, donc Pierre Naioni, qui est vraiment à l'origine de ce projet. Il est enseignant lui-même, fils de moniteur, donc c'était quelque chose qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Il avait le souci de rendre hommage. Donc dans un premier temps, j'ai été sollicitée pour faire le portrait photo des moniteurs pour lequel il avait organisé une fête des moniteurs qui s'est déroulée en fait à Afa, à Marais, le 22 octobre 2016. Et j'ai rencontré cet ensemble de moniteurs à cette occasion dans un premier temps, donc pour les photographies, ensuite pour cette fête. Et vu la réussite de cette journée à tout niveau, aussi bien pour eux que pour les invités, les résidents, qui trouvaient tout à fait légitime de mettre à l'honneur ces moniteurs, l'idée a germé très très vite de tracer leurs témoignages. Donc le maire de Marais m'a commandé en fait ces interviews pour recueillir leurs témoignages, et puis ensuite au gré des échanges et des discussions, l'idée est très vite venue de, plutôt que de les faire paraître un par un, de les recueillir dans un même recueil de témoignages pour avoir quelque chose de moins éphémère, quelque chose qui dure et qui puisse passer de main en main quelques temps. Que ce soit vraiment un témoignage qui puisse rester. Sophie Mendes, on continue de parler de cet ouvrage. Les Monies avec vous dans la deuxième partie de l'émission. Oui, ce sera à partir de 7h06 au 258. Et si vous avez des souvenirs, si vous avez été à l'école avec ces Monies, si vous souhaitez poser des questions à notre invité, on vous attend bien sûr à partir de 7h05 et s'il vous plaît, Nathan. L'invité de la matinale sur la première. Sophie Mendes, journaliste installée à Marais, est notre invitée ce matin pour nous présenter son ouvrage Les Monies, deuxième partie avec vos questions, vos témoignages, le 258. À partir de maintenant, là tout de suite, Charlotte Mestre. Sophie Mendes, on l'a dit, les Monies étaient les enseignants des enfants Kanak jusqu'en 1960. À quand remonte le premier Moni quelle période a coïncidé avec l'instauration de cette méthode d'enseignement ? Donc, si on reprend les travaux de Marie Salin, c'est au début du XXe siècle que l'école de Montravel a été créée pour former les premiers moniteurs. À partir du moment où les églises ont suggéré à l'État français de ne plus laisser sur le bord de la route les enfants de brousse et des îles, et de leur offrir une instruction comme à tous les enfants. Alors, ça veut dire que les moniteurs que vous avez interrogés n'étaient pas les premiers moniteurs à enseigner aux enfants Kanak ? Non, leurs parents, leurs pères souvent étaient moniteurs aussi, tout à fait. C'est une deuxième voire troisième génération de moniteurs, oui. Et pour autant, ça restait souvent une expédition de s'engager dans cette voie. Complètement. Si on reprend le premier témoignage de Kaloy Tsawidrone, on le voit bien. Il évoque son départ en bateau. Il habitait Tenan, je dirais aujourd'hui à 20 minutes peut-être en voiture de Tadine. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc, il est parti plusieurs jours avant l'arrivée du bateau. Il n'y avait qu'un bateau de temps en temps pour être sûr de ne pas manquer ce bateau qui allait l'amener à Nouméa. Et donc, il évoque très très bien cette expédition sur le bateau La Filante, avec une quinzaine d'autres jeunes qui avaient été sélectionnés comme lui pour faire l'école de Nouville. Et il évoque le naufrage, la tempête, le naufrage sur Lifou, le retour vers Marais où tout le monde pleurait sur le quai de Tadine à les retrouver, et puis cette arrivée à Nouméa où on les prenait pour les rescapés de La Filante, quoi. C'était une aventure effectivement pour des jeunes enfants qui pour la plupart quittaient pour la première fois leur île natale. Et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans leur expérience, c'est quelque chose qui les a marqués? Oui, je pense que ça a forgé tous évoquent ce début de carrière, et puis cette chose
un peu étonnantes, surprenantes qui leur arrivent de partir pour devenir enseignants. Ça les a marqués, je pense que ça a renforcé leur courage et leur détermination parce que sur ces 11 témoignages, c'est bien ce que l'on retient, je dirais, une détermination, une vocation, une volonté farouche de participer à l'instruction des enfants kanaks qui allaient devenir les hommes, les femmes de demain et donc qui allaient participer à la construction du pays. Une volonté vraiment qu'on retrouve chez chacun de ces moniteurs interviewés, oui. Pour autant, il y a des profils différents et tous n'ont pas eu tout de suite la vocation d'enseigner justement. Parfois, c'était des choix par défaut. C'était parfois des choix par défaut. C'était alors assez rarement, malgré tout, sur les 11 témoignages, mais notamment l'un d'entre eux qui dit que très vite, finalement, à côtoyer au quotidien les enfants, il a très vite apprécié ce travail avec les enfants. Mais pour beaucoup, on sent vraiment le souci de répondre à une mission qui leur était confiée. C'est vraiment cette notion de mission. On m'a demandé d'être enseignant. C'était une fierté vécue comme un privilège puisqu'ils ils faisaient partie des quelques élèves ciblés, identifiés comme étant capables de devenir enseignants. Donc ils l'ont beaucoup, pour beaucoup, vécu comme une fierté et une mission et la nécessité et l'obligation d'aller au bout de cette mission. Comment expliquez-vous si ça a tellement marqué l'histoire de la communauté kanak que cet épisode des moniteurs, qui donc a duré plusieurs dizaines d'années, ne soit pas plus connu dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ? Je l'explique par peut-être le fait que les livres d'histoire ne parlent finalement que de ce qu'on veut bien raconter. On a la chance d'avoir Marie Salin qui a travaillé sur cette époque, sur les premiers moniteurs, donc la création de l'école de Montravel jusque dans les années 45. Et puis ensuite, les moniteurs que j'ai interviewés, qui, pour le premier, le plus ancien d'entre eux, est entré à Montravel en 47. On n'a finalement pas d'étudiants encore, et c'est un des vœux, aussi bien de Marie Salin, et on la rejoint complètement dans ce vœu-là, qu'un étudiant de Nouvelle-Calédonie ait envie d'approfondir le sujet, ait envie de profiter de la présence encore sur le territoire de ces moniteurs qui, pour la plupart, approchent les 80 ou ont bien plus que 80 ans. C'est une mémoire vivante. Moi, j'ai eu la chance de recueillir les témoignages d'une poignée d'entre eux, mais il en reste encore par ailleurs, puisque 8 d'entre eux sont de Marais. Le maire de Marais a souhaité qu'on ouvre et qu'on fasse un ouvrage qui soit un peu plus pays en interviewant une personne de l'IFU, M. Wenewa, une personne d'Ouvéa, M. Wea, et puis une personne de la Grande Terre, de Poum, M. Tidjine, de façon à ce que ce ne soit pas simplement un livre en hommage aux moniteurs de Marais, mais bien un livre en hommage à l'ensemble des moniteurs. Donc oui, le vœu que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'un étudiant poursuivre ce travail qui est un simple travail de recueil de témoignages, mais il y a beaucoup à apprendre. Les archives sont là avec quelques dossiers de personnel, malheureusement, tous les dossiers ne sont pas accessibles, n'existent pas. Mais oui, il y a un travail très, très riche à faire sur ce sujet-là. Comment se présente votre ouvrage ? Comment est-ce que vous l'avez construit ? C'est une succession de témoignages ou est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Enfin, voilà, expliquez-nous. Alors, c'est une succession de témoignages. J'ai construit cet ouvrage avec une seule question, à vrai dire. Je ne voulais pas orienter le témoignage des interviewés parce que l'idée, c'était vraiment de recueillir leurs mots et de raconter cette histoire avec leurs mots, et pas les miens. Donc, c'était simplement racontez-moi votre expérience de moniteur depuis le début. Et en tout cas, tout ce que vous avez le souci et l'envie de partager. Et puis, donc, c'est une succession de différents témoignages, mais qui du coup sont très différents les uns des autres. Pacaloy raconte son aventure dans le bateau, d'autres vont plutôt focaliser sur leur expérience terrain. Donc ce sont des témoignages très différents les uns des autres, et puis qu'on a agrémenté avec quelques photos d'archives, où on peut voir ces moniteurs lorsqu'ils étaient en poste, et d'autres photos qui ont été prises pendant la fête qui a été organisée en leur hommage en 2016 au centre de cet ouvrage. Donc on a voulu un ouvrage qui soit aussi un ouvrage plaisir, c'est-à-dire découvrir
une histoire, un pan de l'histoire de ces moniteurs, mais le feuilleter avec plaisir. Vous avez été surprise, amusée par certains témoignages. Il y a des anecdotes. Vous nous avez raconté tout à l'heure l'histoire du bateau, donc la filante. Il y a d'autres choses qui vous ont surprise ? Alors, surprise, non, beaucoup touchée. J'ai été très, très touchée. C'est vraiment des rencontres de plusieurs heures avec certains d'entre eux. Pour ceux de Marais, puisque j'y vis depuis 2015, ce sont devenus, pour certains, des amis, des proches que je côtoie régulièrement. Donc, pas de surprise parce que je connaissais la bienveillance et l'humilité qui les caractérisent, je dirais tous. Mais vraiment très, très touchée par l'amour des enfants qu'on ressent, je trouve, sur chacun des témoignages, par ce souci de prendre en main une mission, par cette fierté, par le courage qu'on retrouve sur chacun de ces témoignages. Oui, surtout touché, plus que surprise. Et on ressent cette émotion quand vous en parlez. Et cet engagement dans une mission, ça s'est traduit aussi pour beaucoup de ces moniteurs que vous avez interviewés par un engagement en politique. Comment vous l'expliquez ? Je pense, alors ça c'est un point de vue, j'espère qu'ils seront d'accord avec ma vision des choses. Je crois que ça leur a donné accès à déjà à une ouverture vers l'extérieur qu'ils n'avaient pas en étant simplement à Marais. Donc une ouverture vers l'extérieur, une possibilité de prendre part à une réflexion, de participer. Je crois que ça les a un peu forgés à ce que nécessite d'être un homme politique, savoir avoir une réflexion, défendre une opinion, ce qu'ils ont pu faire finalement parce que très jeunes, ils ont été face au mur et face à cette eau dans laquelle ils ont dû se plonger, se baigner avec à la seule force de leur courage. Et je crois que ce courage-là leur a donné le courage de défendre. Et encore une fois, ils avaient cette fierté de porter une mission qui était aussi une mission de contribuer à l'émancipation du peuple kanak. Et forcément, je crois que ça forge et que ça crédite ce qui a pu suivre pour certains d'entre eux. Voilà, c'est une opinion. Le livre est maintenant donc disponible à la vente. Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon vous ? Qu'est-ce que vous voudriez retenir de cette expérience et à quoi voudriez-vous que ce livre serve ? Alors moi, je retiendrai encore une fois le courage de ces moniteurs. Je retiens l'hommage que la commune de Marais et que Pierre Naioni a souhaité leur faire. Je trouve que c'est un très bel hommage. Je trouve qu'il est tout à fait légitime. Et j'espère vraiment qu'un jeune étudiant ou qu'un historien, pourquoi pas, ait envie d'approfondir encore cette période trop méconnue de l'enseignement kanak par ces moniteurs qui ont été moniteurs jusqu'à la fin de leur carrière. Vous disiez années 60, dans les années 60, on a créé l'école normale en Nouvelle-Calédonie, mais pour autant ces moniteurs ont travaillé pour certains d'entre eux jusque dans les années 2000. Sophie Mendes, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.